Dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, Louis de Ragnel est là, Alexandre Devecchio. On accueille Jérôme Fourquet. Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. Vous auscultez la société française depuis des années et votre dernier livre, Métamorphose française, est saisissant sur l'état de notre pays. On en parle tous les jours sur nos antennes. Mais là, c'est une radiographie de ce qui se passe. Juste un mot, on vient de parler de Michelin, de la désindustrialisation. Ça aussi, c'est un signal que le tissu économique de notre pays se défait. Pour vous, Jérôme Fourquet? En tout cas, le tissu industriel s'est défait. Ensuite, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est comment d'autres structures économiques ont pris la place, le pivotement vers une économie de la consommation. Et quelque part, la zone commerciale ou l'entrepôt a remplacé le site de production. Alors, j'entendais vos débats précédemment. Effectivement, Michelin, c'est encore un fleuron de l'industrie automobile française. Et pour autant, même un fleuron aussi puissant et aussi solide que lui, connaît aujourd'hui des difficultés et on voit comment la foudre s'abat sur des villes moyennes. Vannes, alors Vannes, on peut se refaire touristiquement puisqu'on est au bord du littoral, mais c'est une ville comme Cholet qui va être frappée. Alors à Cholet, on avait connu la fin de la chaussure. Maintenant, c'est le pneumatique. Même si on est à proximité de la Vendée, on est dans un endroit en France où on est sur un taux de chômage qui est très faible. Parce que fort heureusement, il y a un tissu de PME industriel qui demeure puissant. Jérôme Fourquet, vous partez de la dislocation de la matrice catholique dans notre pays. Est-ce que c'est le premier de tous les symptômes du mal français ou pas, selon vous? Alors du mal français, je ne sais pas. En tout cas, c'est un des éléments du pulse qui explique l'ampleur des transformations. Alors, bien évidemment, la déchristianisation, elle ne commence pas dans les années 60. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais le phénomène s'est accéléré pour arriver, si vous voulez, un peu au stade terminal aujourd'hui. Donc, on peut regarder un indicateur assez classique de surface, si je puis dire. C'est le taux de personnes qui vont à la messe le dimanche. C'était à peu près 35% dans le début des années 60, au moment de Vatican II. C'est de l'ordre de 3 à 4% aujourd'hui. Mais la déchristianisation, c'est bien autre chose. C'est tout le substrat culturel qui a bougé. Quand dans nos sondages, on demande aux gens quelle est la signification de la Pentecôte ou de l'Assomption, ils savent pas. On a des réponses polies ou gênées. Et puis, quand on regarde de manière encore plus profonde sur la question anthropologique, on voit comment les plaques ont bougé, tectoniques ont bougé très fortement. On était en période de Toussaint la semaine dernière. La crémation, c'était 1% des obsèques en 1980, c'est 43%. 43%. Aujourd'hui. Alors, à la fois un Français sur deux, quoi. Oui, parce que la tendance est en développement. Donc, quand on lit les travaux de Lévi-Strauss sur le rôle des rites funéraires dans la structuration d'une société, quand on voit comment tout ça a bougé en un laps de temps aussi court, on ne peut être que saisi par l'ampleur de ces... Mais on est une société qui cache les morts, en fait. Les morts avant étaient à la maison, on les veillait, on priait d'ailleurs à leur chevet. Alors, il y a à mon avis plusieurs éléments qui expliquent cet engouement pour la crémation. D'abord, le fait que, encore une fois, c'est un symptôme de la dislocation de la vieille matrice catholique. On rappelle que l'Église a très longtemps condamné et interdit la crémation. On l'a autorisé dans les années 60. Après Vatican II. Et puis c'est aussi le symptôme de ce que j'appelle le grand déménagement. C'est comment aussi la population française s'est arrachée de son terroir familial. Et donc, historiquement, on se faisait enterrer parce que c'était aussi un moyen de se rapprocher de sa lignée. On était enterré dans le caveau familial. À partir du moment où vous avez fait votre vie à 500 km de l'endroit où on s'enterrait vos propres parents et que vos propres enfants eux-mêmes sont très loin de là où vous habitez, quel va être le sens de se faire enterrer quelque part? Et bien sûr que la société française a toujours connu des changements. La Révolution française, la Révolution industrielle, les 30 Glorieuses, mais ce substrat anthropologique n'avait pas bougé. C'est-à-dire qu'à la fin des fins, on se faisait enterrer. Avant cela, on était baptisé et il y avait la pratique du mariage. Et là, c'est le substrat anthropologique qui se met à bouger très, très rapidement. Et donc, ça montre bien qu'on est sur une période de métamorphose assez inédite. Jérôme Fourquet, encore une question. Après ça, je passe la parole à mes petits camarades. Sur les parents, il y a un chapitre sur les parents désunis, ces nouvelles familles. En 1946, il y avait 8,7% des naissances qui étaient hors mariage. Aujourd'hui, en 2022, on est à 65,2%. Oui. C'est-à-dire que la norme, c'est de naître hors mariage. Alors vous savez qu'à l'époque, on parlait même d'enfants illégitimes. Bien sûr. Donc aujourd'hui, vous parleriez comme ça, on vous regarderiez assez curieusement. Et là, vous remontez très loin. Mais même on prend le début des années 80, c'est 11% des naissances qui sont hors mariage. Donc prenons un cas concret, une institutrice
qui commence sa carrière au début des années 80, elle a un enfant sur 10 dans la classe dont les parents ne sont pas mariés. Elle part en 2015 ou 2020 à la retraite. Elle a 2 tiers de sa classe dont les parents ne sont plus mariés. Et donc on voit comment quelque chose qui était hors norme est devenu totalement accepté. Et, alors est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est mieux qu'avant? Chacun jugera. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer encore une fois la vitesse et la profondeur de ces transformations. Alors, Louis Dragnel, une question. Alors, moi, je trouve que c'est passionnant, Jérôme Fourquet, toute la description que vous faites, le constat et puis la mise en perspective de certaines données. Mais ce qui m'intéresserait, c'est d'en savoir un petit peu plus. Sur la partie de la déchristianisation, vous parliez tout à l'heure de la dislocation de l'Église catholique dans les années 60-70. Ce que vous ne dites pas, et c'est pour ça que ça m'intéresserait d'avoir votre réponse, c'est qu'est-ce que les Français ont cherché en refusant l'Église catholique? Quel est le moteur de tout ça? Alors, là, c'est des choix qui ont été, ou en tout cas des mécanismes qui sont assez complexes. Je pense que si on devait résumer, c'est l'aboutissement d'un long processus qui a commencé au moment des Lumières, qui a d'abord touché les élites françaises et qui est celui de l'autonomisation de l'individu. Et que l'individu ne veut plus s'accrocher à une appartenance religieuse. On a vu ce qu'il en était aussi des structures familiales. Donc il y a eu cette autonomisation de l'individu. Le parallèle va vous paraître un peu osé, mais je compare souvent ce qui s'est passé au moment de Vatican II avec la perestroïka de Gorbatchev. C'est-à-dire qu'on avait un système qui était très très structuré, qui commençait à prendre l'eau de toutes parts et qui était fissuré. Et Gorbatchev a dit, si on veut pas que le barrage entier s'effondre, il faut qu'on ouvre les vannes. Vatican II, on a fait un peu pareil. On a dit, voilà, les églises commencent à se vider et il faut qu'on lâche un peu du lest sur le divorce. Le divorce, oui, mais aussi sur la doxa. On n'a plus parlé de l'enfer. La communion n'était plus devenue obligatoire, etc., etc. Et ce faisant, dans les 2 cas, on n'a fait qu'accélérer le phénomène. Alors, vous voyez que je ne dis pas que Vatican II est la cause de toute chose. Pour moi, c'était une espèce de réponse inconsciente au fait que les choses ont commencé à bouger très fortement à cette époque. Alexandre Devecchio. La question, c'est est-ce qu'une société ou une civilisation peut vivre sans matrice, et est-ce qu'il y a des matrices de substitution? Est-ce que la déchristianisation laisse place à une islamisation, une américanisation? Qu'est-ce qui va prendre le relais? Alors, on voit comment cette société française est assez poreuse à d'autres influences que celles que nous avons connues historiquement, notamment, vous évoquez l'américanisation, donc on consacre on est en plein dedans. Donc on a parlé tout à l'heure de la Toussaint, on voit comment, quelque part, les chrysanthèmes sont concurrencés par la citrouille d'Halloween. Ouais, complètement. Donc il y a cette couche américaine qui s'est déposée, mais effectivement, on peine à voir une matrice aussi, ou des matrices aussi structurantes que celles qu'on a connues historiquement. Une fois qu'on a dit ça, on voit quand même qu'il reste des ressorts assez profonds, assez inconscients d'un sentiment d'appartenance commun, en ce sens que le pays, dans sa grande majorité, arrive encore à vibrer ensemble au même moment, soit dans les moments de joie, on l'a vu au moment des JO, soit dans les moments de douleur et de deuil, avec, notamment en 2015 lors de l'attaque de Charlie et du Bataclan. On a vu là que quelque part ça répondait, c'est-à-dire que quand vous soumettez le corps social à un stimulus électrique, positif ou négatif, on voit encore que le corps arrive à peu près à bouger de manière coordonnée. Donc ça veut dire qu'il reste des choses en partage, même si tout ça n'est plus aussi structuré que ça l'a été au cours des décennies passées. Mais qu'est-ce qui peut remplacer le christianisme? Vous parlez beaucoup de l'essor des églises évangéliques, qui sont en plein boom. En termes de volume, c'est rien à voir. On n'est pas du tout à l'échelle de ce qui a été perdu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les questions existentielles n'ont pas disparu, j'allais dire, comme par enchantement. Et l'effondrement de la vieille Église catholique a laissé place à un vide béant. Parce que quand on interroge, nous les Français, il y a encore à peu près un Français sur 2 que ces questions-là travaillent. Il y en a qui sont dans un matérialisme très assumé. L'individualisme a remplacé. Oui, la consommation, donc voilà, c'est ici et maintenant. Mais il y a quand même des gens qui se disent, bon, la vie après la mort, le sens de la vie, le sens de l'existence. Et pour autant, on ne se tourne plus vers la vieille boutique. Et donc, la nature ayant horreur du vide, on a d'autres offres
qui se mettent en place, donc soit des offres très packagées, on dirait aujourd'hui, très structurées, comme les courants évangéliques, soit des choses qui sont très adaptées aussi à un air du temps, c'est-à-dire un peu dans le venez comme vous êtes. Chacun va faire son bricolage spirituel et donc on voit le développpement personnel, on voit les courants bouddhiques, le yoga, on voit aussi des choses un peu plus étranges comme des importations de traditions néo-chamaniques qui se déplacent. Alors tout ça c'est minoritaire, mais ça doit s'analyser comme une réponse à un vide spirituel et existentiel. Jérôme Fourquet, une question de Louis Dragnel. Oui, et en même temps, j'entends et je constate ce que vous dites, et en même temps, on voit qu'il y a une hausse des baptêmes, il y a une hausse des confirmations dans l'Église catholique. Vous avez des diocèses qui sont extrêmement dynamiques. Alors, c'est pas du tout le reflet de toute la France. Et vous avez des espèces d'endroits dans l'Église catholique qui sont extrêmement forts. Je pense, il y a des communautés comme, je ne sais pas si vous connaissez la communauté de Saint-Martin, où il y a beaucoup de prêtres, par exemple, avec le pèlerinage de Chartres, par exemple, comme jamais, ils ne peuvent plus recevoir plus de participants parce qu'il y a trop d'inscrits. Comment est-ce que vous analysez ça ? Ces communautés, notamment celle de Saint-Martin, où l'Emmanuel assure à elle seule un nombre d'ordinations qui est très important aujourd'hui. Si on essaie de prendre un peu de recul, on peut se dire que la France, jadis fille aînée de l'Église, est revenue est redevenue en fait une terre de mission. C'est-à-dire qu'on a géré pendant longtemps le déclin et de réévangélisation. D'ailleurs, il y a une revue catholique militante qui s'appelle Mission. Et donc, il dit, voilà, on n'est plus dans la gestion de l'héritage. On doit repartir au temps premier. Donc, ce que vous évoquez, ce sont des analogies qu'on peut faire avec les premières communautés chrétiennes dans un pays qui ne l'était pas. Et en fait, là, aujourd'hui, qui ne l'est plus véritablement. Et donc, ces chrétiens et ces catholiques sont d'autant plus impliqués, j'allais dire militants ou convaincus, qu'ils le font par choix. Les baptêmes et les confirmations en augmentation que vous évoquez, ce sont des baptêmes qui sont souvent réalisés, arrivés à l'adolescence ou l'âge adulte, et qui sont plus le fait d'un héritage de quelque chose qu'on aurait reçu, mais qu'on aurait assumé de faire. Jérôme Fourquet, on est en pleine élection américaine, évidemment, avec ce duel Donald Trump-Kamala Harris. Vous parlez beaucoup de l'américanisation de la société française, dans sa culture, évidemment, dans la politique aussi. Oui. Vous auscultez les fractures françaises. C'est la même chose qu'aux États-Unis ? Les fractures sont les mêmes pour vous ? Alors, il y a des ressorts communs, ce qui, moi, m'interpelle beaucoup. On verra quelle sera l'issue, sera sans doute assez serré. Au final, on se mouille pas trop. Et donc, disons que Trump fasse à peu près la moitié des voix. Et donc, quand on voit le personnage, quand on entend ce qu'il raconte, on se dit comment se fait-il que dans un pays développé comme les États-Unis, il y a quand même à peu près une personne sur deux, en plus ou en moins, qui vote quand même pour lui. Et donc là, il y a des ressorts qu'on peut retrouver ici en France. Le fait que Trump mette sur la photo les fameux déplorables stigmatisés par Hillary Clinton ou les ordures de Joe Biden. Et donc cette Amérique-là se dit, ce type est milliardaire, il gagne beaucoup plus que nous, mais au moins, comme on l'entend parfois dans la bouche des lecteurs du Rassemblement national à propos de Marine Le Pen, au moins lui n'a pas honte de nous sur la photo. Et un autre ressort qu'on peut retrouver ici en France, c'est le fait que Trump se pose comme étant la victime d'un système politico-médiatique d'une élite. Et quelque part, il y a ce qu'on appelle un transfert avec une homologie de situation. C'est-à-dire que une partie de l'Amérique se dit, en fait, ce que lui vit dans la sphère politico-médiatique correspond à ce que nous vivons, c'est-à-dire à cet opprobre, etc. Et même si le type est fantasque, même si le type est tout à fait dérangeant, et si un certain nombre de ses propositions ne tiennent pas la route, le fait qu'il nous prenne en considération et que quelque part qu'il soit dans la situation que nous connaissons, eh bien, comme disent les Américains, is our guy. C'est notre homme. C'est notre mec. Et Marine Le Pen joue sur le même ressort ou pas pour vous, Jérôme ? En partie. Alors là où on a des différences qui sont fondamentales, c'est que vous voyez bien que compte tenu des sommes financières en jeu qui sont colossales, compte tenu du mode de scrutin américain, Trump n'a jamais pu se présenter en outsider ou en franc-tireur. Il a été obligé d'abord de prendre d'assaut le Parti républicain. Et donc là, on a, c'est une grande différence avec ce qu'on connaît en France, c'est qu'on a un modèle qui est bipartisan, alors que chez nous, c'est quand même beaucoup plus éclaté.
Une dernière question, Alexandre Devecchio. Oui, est-ce qu'il y a malgré tout, vous décrivez un monde extrêmement segmenté, une France extrêmement segmentée, est-ce que malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une majorité relative qui cherche à faire nation, justement? Est-ce que c'est, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France, mais vous êtes plutôt spécialiste de la France, est-ce que justement le vote important pour Marine Le Pen, c'est effectivement la demande d'être pris en compte, mais aussi la demande d'avoir un dénominateur commun minimum qui serait la nation? Alors, c'est sans doute une demande. Est-ce que Marine Le Pen y répond pleinement et entièrement? Ça, c'est un sujet, mais il vous a pas échappé que dans les meetings du Rassemblement national, le slogan qui est entonné, c'est « On est chez nous ». Et « On est chez nous », c'est quelque part la version sophistiquée du droit à la continuité historique de François Fillon. C'est on veut quelque part que la France reste la France et que les règles qui s'appliquent, écrites ou non écrites, les mœurs, les codes, soient les nôtres. Et donc ça, on peut que constater que ça rassemble une part importante de l'électorat. Est-ce que c'est majoritaire? Les prochains scrutins nous le diront. Louis Dragnel. Non, pardon, j'écoutais avec attention, donc j'avais plus de questions. Mais est-ce que effectivement le Big Bang électoral que vous évoquez, qui a été l'élection d'Emmanuel Macron, a conduit à l'effacement complet de ce centre raisonnable, raisonné, et donc laisse place à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, seulement comme option, comme deux options? Moi, je pense qu'on n'est pas dans la situation américaine et que le bloc central n'a pas dit son dernier mot. Alors, il n'aura pas exactement le même périmètre qu'aujourd'hui. Le ciment ne pourra pas être le macronisme, puisque Emmanuel Macron est amené à disparaître de la scène politique, en tout cas dans la perspective des prochaines élections présidentielles. Mais cet espace central aura son candidat. Alors, la question de savoir c'est s'ils seront à 10% ou à 20%. Et un des enseignements quand même majeurs de l'élection législative de 2024, c'est qu'il y a encore une majorité absolue de Français qui se refusent à l'idée de voir le Rassemblement national accéder au pouvoir. Donc même s'il y a une dynamique, ce que j'appelle la montée des eaux bleues marines, qui est spectaculaire, l'enseignement qu'on ne peut que constater, en tout cas au deuxième tour, c'est qu'il y a une majorité absolue de Français toujours qui refusent cette perspective. Et comme on est dans un système à deux tours, avec des blocs politiques de poids relativement identiques, on n'est pas du tout dans un modèle américain qui canalise sur deux piliers, eh bien, notre vie politique est de plus en plus chaotique. C'est comme si vous faisiez marcher à 3 temps un moteur qui est réglé sur 2 temps. Ça ne fonctionne pas. Jérôme Fourquet, merci beaucoup d'être venu ce soir sur nos antennes. Métamorphose française, état de la France, en infographie, en images, aux éditions du Seuil. On le recommande vraiment à nos téléspectateurs et nos auditeurs. Merci à vous. Donc, n'oubliez pas la nuit américaine ce soir sur CNews.